Remaniement ministériel ce jeudi 12 février 2026. Le gouvernement Abdoulaye Maïga reste fort de 28 ministres. Avec l'arrivée de 4 nouvelles personnalités, dès le début de ce journal, nous aurons la lecture du décret de nomination par le secrétaire général de la présidence. Semaine de la justice, un saut ce soir au centre d'appel Benkani Kounafouni. L'appel du 36-111 transforme la relation entre juge et justiciable. La ligne a pour but de rendre encore plus accessible l'appareil judiciaire. On comprendra mieux avec Alousseinou Touré au cours de cette édition. Un tour à Tombouctou pour parler de la mutation qui prend les radios à l'ère de l'intelligence artificielle. Les professionnels des médias s'interrogent et expérimentent l'IA tout en se disant qu'elle représente un atout majeur pour les rédactions en termes d'opportunités et d'innovation. Le ministre en charge des sports à l'écoute du monde du football, c'est à la faveur d'une rencontre d'échange avec les présidents des ligues régionales et les clubs affiliés à la FEMAFoot. Siragatou Sissé nous fera le point. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Remaniement ministériel ce jeudi 12 février 2026. Le gouvernement Abdoulaye Maïga reste fort de 28 ministres avec l'arrivée de 4 nouvelles personnalités. La lecture du décret de nomination est faite par le secrétaire général de la présidence. Suivons ensemble. Décret 2026-062 PTRM du 12 février 2026. Portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État. Vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, vu la loi 2025-047 du 3 septembre 2025 portant loi organique fixant le nombre des membres du gouvernement, vu le décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Après consultation du Premier ministre, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, général des corps d'armée, Sadio Kamara. Ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Alousseinou Sanou. Ministre d'État, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, général des corps d'armée, Ismaël Ouagé. Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Monsieur Mamoudou Kassogué. Ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, général de brigade Issa Ousmane Koulibaly. Ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Monsieur Yaya Gologo. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de division Daoud Ali Mohamedine. Ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Monsieur Abdoulaye Diop. Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Amadou Sy Savané. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Bourema Kansai. Ministre des Mines, Monsieur Amadou Keïta. Ministre de l'Énergie et de l'Eau, Monsieur Tchemoko Traoré. Ministre de la Santé et du Développement social, Colonel-Major Assa Badjalo Touré. Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Monsieur Fassou Koulibaly. Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.
ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Ataher. Ministre de l'Agriculture, M. Ibrahima Samake. Ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Oumou Sall Sek. Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo. Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, M. Imran Abdoulaye Touré. Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Doumbia Mariam Tangara. Ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Al-Hamoudou Ag Ilien. Ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Dafé. Ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, M. Mahamadou Kone. Ministre de l'Élevage et de la Pêche, M. Youbaba. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, M. Mamani Nassiré. Article 2. Le présent décret qui abroge les dispositions du décret 2024-0658 PTRM du 21 novembre 2024 sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 12 février 2026. Le président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre, général des divisions Abdoulaye Maïga. Poursuivons avec Mahamadou Kene qui va nous décrypter l'arrivée de ces 4 nouvelles personnalités au sein de l'attelage Abdoulaye Maïga. Le premier gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga avait été formé le 21 novembre 2024, il y a donc 14 mois et une dizaine de jours. Le décret numéro 2026-062 PTRM du 12 février consacre le premier remaniement de son équipe gouvernementale sous l'autorité du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. On notera le départ de 3 ministres et l'arrivée de 4 nouvelles personnalités, mais le nombre de ministres ne change pas, soit un total de 28. L'explication est que le Premier ministre se décharge du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui revient désormais à un nouveau rentrant, le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly. Le ministère de l'énergie et de l'eau change de titulaire. Boubacar Diané, qui occupait le poste, cède son fauteuil à Tchemogo Traoré pendant que Yaya Gologo devient ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions à la place de Bakary Traoré. Changement également au ministère de l'Agriculture avec le départ de Daniel Siméon Kelema et l'arrivée d'Ibrahima Samake. Tous les autres ministres conservent leur portefeuille avec une particularité pour 3 d'entre eux qui montent en grade en devenant ministre d'État. Il s'agit du général de corps d'armée Sadio Kamara de la Défense et des anciens combattants, Alousseni Sanou, économie et finances, et enfin du général de corps d'armée Ismaël Ouagé, chargé de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Le département de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, vous venez de l'entendre, est désormais dirigé par le docteur Yaya Gologo, un véritable commis de l'État qui a occupé plusieurs postes dans l'administration, notamment au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Quant au ministère de l'Énergie et de l'eau, il est désormais dirigé par le professeur Tchemogo Traoré, un expert en développement rural, fort de plus de 15 années d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets de développement soutenu par de grands partenaires internationaux. Le portrait des 2 ministres, c'est avec Bemba Sibi.
C'est un réformateur et un fin connaisseur des relations avec les institutions qui est désormais à la tête du département en charge de la refondation de l'État et chargé des relations avec les institutions. Dr Yaya Gologo, fort de ses expériences d'enseignant et de chercheur, a fait de nombreuses publications sur les réformes politiques et institutionnelles au Mali, 9 au total, au nombre desquelles la réforme de l'État au Mali et les partenaires techniques et financiers en 2012 ou encore le système politique au Mali à l'épreuve d'un État fonctionnel en 2014. Celui qui était jusqu'à sa nomination conseiller spécial du président de la transition s'est très vite familiarisé avec la conduite des réformes politiques et institutionnelles et le maintien de bonnes relations entre les institutions de 2002 à 2010, ceci après avoir servi comme chargé de mission respectivement au ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État et des relations avec les institutions et au ministère de la fonction publique de la réforme de l'État et des relations avec les institutions. Il a effectué une bonne partie de sa carrière au département de la fonction publique. 2010-2012, au directeur du Centre national des concours de la fonction publique. De 2012 à 2014, il dirige le projet d'appui au renforcement des capacités avant de diriger le secrétariat général du département jusqu'à 2023. C'est donc un véritable commis de l'État, chevalier de l'ordre national, qui est chargé d'impulser un nouveau souffle à la politique de refondation en cours, une mission à la dimension de l'homme. C'est un expert en développement rural qui a la lourde tâche de l'exécution de la politique énergétique du Mali. Titulaire d'un doctorat dans le domaine des sciences de la société, territoire, économie et droit, obtenu à l'université François Rabelais de Tours, Tiamoko Traoré, le nouveau ministre de l'énergie et de l'eau, est professeur de l'enseignement supérieur et spécialiste reconnu des ressources naturelles et énergétiques, de la gouvernance territoriale et de la conduite stratégique des projets. Sa formation, centrée sur l'analyse des réalités sociales et économiques, lui confère une compréhension fine des enjeux humains qui accompagnent les politiques publiques, notamment dans les secteurs à fort impact. Sa nomination à la tête du ministère de l'énergie et de l'eau intervient à un moment décisif pour le Mali. Le pays fait face à des défis structurants, renforcer sa souveraineté énergétique, élargir l'accès à l'eau potable et accélérer la transition vers des solutions énergétiques durables. Le professeur Tiamoko Traoré, le nouveau ministre de l'énergie et de l'eau, se dit conscient des enjeux et des attentes liées à sa nouvelle mission. Fort de plus de 15 années d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets de développement soutenus par de grands partenaires internationaux, il s'est imposé comme un professionnel reconnu pour sa capacité à piloter des programmes complexes. Son parcours témoigne d'une expertise solide dans la gestion des infrastructures, l'évaluation environnementale et sociale conforme aux standards internationaux, ainsi que dans la discipline budgétaire et la gouvernance financière. Avant son entrée au gouvernement ce 12 février 2026, il occupait le poste de coordinateur national du projet de développement de la productivité et de la diversité agricole dans les zones arides du Mali, PEDAZAM. Le nouveau ministre de l'Agriculture s'appelle Dr Ibrahima Samaké. Il a 56 ans et il est un pur produit de l'IPR IFRA de Katibougou, dont il était le directeur général jusqu'à sa nomination. Voyons le parcours du nouveau ministre avec Boubacar Sissoko. Le nouveau ministre de l'Agriculture est un pur produit du prestigieux Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée IPR IFRA de Katibougou. Il est né dans la région de Bougouni il y a 56 ans. Dr Ibrahima Samaké a obtenu plusieurs diplômes supérieurs, dont le doctorat d'État dans la spécialité agroéconomie en 2016 avec la mention très honorable. Le ministre de l'Agriculture est un terrain connu. Il a des compétences en agroéconomie, en droit foncier commercial et environnemental, en développement durable, en gestion des entreprises agricoles et en informatique. Le Dr Samaké a occupé plusieurs postes de responsabilité à l'IPR IFRA de Katibougou. Il a été, entre autres, chef du département des sciences économiques et sociales de 2018 à 2022. Il était également professeur titulaire chargé de cours au niveau des masters, des cycles ingénieurs, licences et DUTS. Le ministre Samaké a aussi des compétences en maîtrise agricole, atelier de recherche et laboratoire des sciences économiques et sociales. De février 2025 à sa nomination, il occupait le poste de directeur général de l'IPR IFRA de Katibougou. Ses nombreuses prestations et sa bonne gouvernance de cet institut polytechnique, appréciés par le président de la transition, lui ont valu ce poste de ministre de l'Agriculture. Il est marié et père de 7 enfants.
Cet éminent professeur, apprécié par ses étudiants et ses proches collaborateurs, est un passionné de lecture et de sport. Il parle français, anglais, bamanankan et songhai. Le département de l'administration territoriale et de la décentralisation sera désormais géré par le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly. L'officier supérieur de l'armée malienne a été ambassadeur jusqu'à sa nomination du Mali en République de Turquie depuis 2022. Il a servi au sein de l'administration militaire du Mali et a occupé plusieurs postes dans la défense et la sécurité. Son parcours dans nos éditions de demain. Sur un tout autre sujet, le nouveau patriarche des familles fondatrices de Bamako, Titi Nyari, a choisi le Conseil national de transition pour sa première sortie officielle. De la séquence d'arrivée au geste inattendu d'humilité du président Malick Diao, des échanges sur la paix et la refondation à la première prise de parole empreinte de conseil et de bénédiction, cette audience a bien été plus qu'une visite protocolaire, d'après Tamsir Diabaté et Aboubakar Traoré. Il n'aura fallu que 5 jours pour que le nouveau patriarche du vestibule de Niaré, Touré et Dravé quitte le silence sacré de l'intronisation pour franchir les portes du Conseil national de transition. Premier pas en public et premier signal fort. En choisissant le CNT comme théâtre de sa première apparition, le patriarche Ba Titi Nyari n'a pas simplement honoré un agenda. Il a posé un acte hautement symbolique où le poids de l'héritage rencontre les exigences de la transition. Un baptême institutionnel qui n'avait rien d'anodin. Au CNT, ce jeudi 12 février, un geste a marqué les esprits. Alors que le patriarche mu par le respect et la bienséance s'apprêtait à s'élever pour saluer le président du Conseil national de transition Malick Diao, la scène a pris une tournure inattendue. L'humilité du président du CNT a prévalu la rigidité protocolaire, refusant toute marque de déférence excessive. Il a dévancé le geste, brisant la distance formelle au profit d'une reconnaissance mutuelle. En cet instant suspendu, la République et la tradition se sont rencontrées. Au cours de cette audience hautement symbolique, Djamanatigi, entouré de ses conseillers, tout comme celui du président du CNT, les échanges ont porté sur la paix, le vivre ensemble, la réconciliation et la refondation. Aussi et surtout, la considération et le respect des autorités de la transition envers les légitimités traditionnelles. Et à l'issue des échanges, le président du Conseil national de transition offre un cadeau à son hôte, symbole de l'engagement des parlementaires pour un Mali de paix. À noter qu'après l'audience élargie aux conseillers, les deux personnalités se sont entretenues à huis clos. C'est ainsi que le patriarche a fait entendre sa voix pour la première fois. Une prise de parole chargée de conseil et de bénédiction. Jamana suma c'est un beau jamana la jamana don be content ni soja na do ke suni clé sini kana ala ka di jamana dembe ma be la to fama ko fe ala kan kambe ala kan kambe. Cette première apparition publique du patriarche de Niaré a été le théâtre d'un échange hautement symbolique où tradition et république, autorité coutumière et pouvoir transitoire se sont salués d'égal à égal sous le signe de la dignité et de l'humilité. Cérémonie de décoration à la Cour suprême de Bamako. Ils sont 10 agents à être décorés de la médaille du chevalier national et du mérite national avec effigie abeille. Mamadou Fane, reportage. La nation reconnaissante pour ses fils qui ont incarné les valeurs de la République, qui sont le travail bien fait avec amour, discipline, abnégation,
probité morale et loyauté. Ce sont eux qui sont à l'honneur ces jours à la Cour suprême de Bamako. Ils sont ainsi 10 agents à bénéficier des honneurs de la nation à travers une remise de décorations composée de 5 médailles du grade de chevalier de l'ordre national du Mali et 5 de la médaille du mérite national avec effigie Lion debout. Une distinction qui récompense les efforts des récipiendaires. Cette distinction, au-delà de leur éclat, consacre avant tout des années d'engagement, de loyauté, de rigueur et de dévouement au service de la justice et de la République. Elle nous rappelle que servir l'État, c'est accepter chaque jour l'exigence d'intégrité, d'impartialité et de responsabilité. Cette distinction constitue une invite à mieux faire et à persévérer dans l'effort pour la construction du Mali nouveau. Les distinctions que vous venez de recevoir aujourd'hui constituent à la fois un symbole de votre parcours exemplaire et un sceau de votre intégrité. Elles traduisent votre fidélité et votre attachement à la République. Elles consacrent des carrières marquées par la rigueur, la compétence et le sacrifice, souvent discret, mais toujours essentiel au bon fonctionnement de notre nation. Puissent ces distinctions vous inspirer davantage encore dans l'accomplissement de vos missions et au service de notre pays. Pour l'année 2025, ils sont plus d'une vingtaine d'agents de la Cour suprême à recevoir des distinctions de la nation, ce qui incite d'autres fils du pays à suivre leur bon exemple en accomplissant leurs devoirs patriotiques. Semaine de la justice, 4e édition, un saut à présent au centre d'appel Binkani Kunafuni. L'appel du 36-111 transforme la relation entre juge et justiciable. La ligne a pour but de rendre encore plus accessible l'appareil judiciaire. Suivons Alouséine Touré pour mieux comprendre comment ça fonctionne et quel est son impact. 3 ans. 3 ans d'attente pour une décision de justice qui ne vient pas. Au bout du fil, le désarroi d'un citoyen. À l'autre extrémité, une oreille attentive et pas n'importe laquelle, celle du garde des Sceaux. L'inspecteur général des services judiciaires dresse le constat en temps réel. J'ai échangé avec M. Cissé par rapport à sa décision en souffrance au niveau de la juridiction. Nous allons appeler le chef de la juridiction, le président du tribunal, pour lui demander de faire diligence dans une semaine que la décision soit disponible. Et en cas de résistance, nous allons vous revenir pour demander l'organisation d'une mission de terrain. Le dialogue est posé. Le ministre attend une solution immédiate. Sur la ligne 36-111, un appel d'un justiciable qui se plaint du comportement d'un acteur de la justice par rapport à la délivrance des décisions. Je trouve que le cas qui nous a été exposé est extrêmement grave. Parce qu'il est inadmissible qu'on doive attendre 3 ans pour entrer en possession d'un document qui devrait être délivré au bout de 15 jours. Donc, face à cette situation, je vous instruis de prendre toutes les dispositions afin que le juge en question soit interpellé, que la décision soit rendue dans un délai que vous allez lui impartir, et s'il fait de la résistance, lever une mission d'inspection pour constater les faits et nous transmettre les rapports. Je vais de ce fait saisir l'inspecteur en chef pour recueillir les informations concernant ce dossier, le nom des parties, la date du jugement et le nom du juge ou bien des juges concernés. Et après l'exécution des instructions, je vais vous revenir. Plus qu'une simple plateforme d'écoute, cette ligne 3611 s'impose comme un accélérateur de procédure, orienté, conseillé, mais surtout rassuré. Le justiciable n'est plus seul face à la machine judiciaire. La preuve est faite que lorsque la volonté politique s'en mêle, le temps de la justice peut enfin s'accélérer. Cela nous montre toute l'utilité de cette ligne Bingani Kunafuni
qui est un véritable outil de gouvernance, en plus du contrôle interne qui est exercé par les chefs de juridiction et des parquets, donc tous les chefs de service. Et nous avons voulu qu'il y ait des contrôles externes, donc réalisés par l'inspection des services judiciaires d'une manière générale et aussi par les directions. Donc tout cela nous permet d'avoir des outils que nous pouvons mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de la justice. Le marathon de la transparence continue. Les activités de cette semaine de la justice se poursuivent partout dans le pays jusqu'à samedi prochain. Oui, les activités se poursuivent. Elles sont centrées cette année autour de la concrétisation et de la capitalisation des réformes en cours. Des réformes qui, pour le président de la commission d'organisation, loin d'être des réformes de façade, touchent le quotidien des Maliens. Le docteur Boubacar Sidiki Diarra s'exprime sur le sujet dans l'invité de la semaine à suivre ce soir sur nos antennes. Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme répond aux questions de Yaya Konaté. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Pendant très longtemps, il n'y avait pas d'adéquation entre les mesures, les réformes et le vécu quotidien des Maliens. Et vous avez vu également, éventuellement, avec les différentes mesures prises, je parlais de Bingani Kounafoni, rien qu'hier, c'était un problème de délivrance d'un acte judiciaire. Et ça a été réglé sur place. Et donc aujourd'hui on veut démontrer que les réformes ne sont pas destinées au tiroir, que les réformes ne sont pas des réformes de façade, mais que réellement les réformes ont pour but d'améliorer l'institution judiciaire, d'accroître la confiance du citoyen en sa justice et de permettre également à ce que la justice joue son rôle, un rôle capital dans l'essor du développement social et économique du pays. Alors, édition 2026, donc autour de ce thème, la justice à l'heure de la concrétisation et de la capitalisation des réformes. À ce stade, on peut parler de véritables retombées. Ah, tout à fait. Voilà, l'invité de la semaine à suivre ce soir dans nos programmes après les informations météorologiques. Œuvre sociale du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. L'équipe dirigée par le conseiller spécial Agibou Dambélé s'inscrit déjà dans la dynamique de l'année 2026, placée sous le signe de l'éducation et la culture. Elle offre 3 salles de classe avec 30 bancs, un bloc administratif et un bloc latrine aux enfants déficients auditifs de l'école Djigia Kalanso sur la rive droite. Le reportage de Awaditma à Camara. En famille, lorsque l'enfant apparaît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Cette citation de Victor Hugo sied bien à cette cérémonie d'inauguration de 3 salles de classe et un bloc administratif flambant neuf. Un don du Papa national, le président de la transition, chef de l'État, aux enfants déficients auditifs de l'école Djigia Kalanso de la rive droite. Amina et Abdoulaye, élèves en 6e année, ne peuvent cacher leur joie. Des va-et-vient interminables pour saluer la réalisation de ces ouvrages qui leur permettront d'étudier dans des conditions meilleures. Je suis content pour les nouvelles classes. J'ai fait la 6e année. Après, j'ai fait la 7e dans cette nouvelle classe. Je suis très contente du président de la transition. Ce geste du président de la transition est la preuve qu'il accorde à l'éducation et à la culture de l'excellence. Ces infrastructures viennent donc à renforcer l'accès équitable au savoir, en particulier pour les enfants en situation de handicap. Ces nouvelles classes représentent l'ouverture vers de meilleures conditions d'apprentissage, espoir d'un avenir meilleur pour nos enfants. Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements au président de la transition. Je suis particulièrement heureux que cette cérémonie intervienne quelques jours après que son Excellence le président de la transition, chef de l'État, de décréter donc l'année 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. Les commodités que nous mettons à la disposition de l'école vont permettre de faire un grand pas dans la prise en charge des besoins de ces élèves.
Le chef de l'État élargit ainsi son domaine d'intervention, de l'humanitaire au solaire en passant par l'éducation qui est le socle de tout développement. Lors d'une opération d'inauguration ici, on nous a signalé que les enfants souffrent parce que les classes sont limitées au premier cycle et qu'à Bamako, il n'y a que 2 écoles spécialisées pour les sourds-muets. L'une à l'hippodrome et l'autre ici. Et ici, il n'y avait pas de second cycle. Le président a fait parler son cœur en offrant ces 3 salles de classe afin que ces salles servent de second cycle. Parce que les parents étaient vraiment dans l'embarras pour pouvoir amener les enfants de l'autre côté. Et dire que le président de la transition pense que tous les enfants du Mali ont droit à une éducation dans la dignité. Une cérémonie empreinte d'émotion, car ces élèves méritent l'attention de tous afin de faciliter leur inclusion éducative. Un mot de la situation de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Le comité de suivi a tenu ce jeudi sa réunion hebdomadaire. Le comité a souligné la nécessité de démarrage des travaux de l'axe Caille pour assurer une desserte normale et continue avant de saluer l'ouverture d'un poste de commandement à Caille. On fait le point avec Aridjou Akila. Sous l'égide du ministre de l'Industrie et du Commerce, s'est déroulée ce jeudi la 14e réunion du comité de suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Cette réunion de suivi à laquelle ont participé tous les services impliqués dans la gestion de la situation avait pour but d'examiner la situation globale de l'approvisionnement, d'anticiper et de renforcer les dispositifs opérationnels, notamment à l'approche du mois sacré des Ramadan. S'agissant de la situation générale, elle a été brossée par le directeur général du commerce et de la concurrence. Zedion Dambélé indique qu'au cours de la semaine du 26 janvier au 1er février, 757 camions-citernes représentant un volume de 34 914 680 litres ont été réceptionnés. Pour la semaine du 2 au 8 février, les volumes ont connu une légère progression avec 843 camions-citernes, soit 38 677 500 litres de produits pétroliers. Le directeur général en charge du commerce a aussi fait le point par rapport à l'intérieur du pays. Il est à noter que des zones précédemment affectées et qui avaient des difficultés reçoivent du carburant. Toutefois, certaines régions comme Douaza, Badjangara, Nara souffrent de difficultés d'approvisionnement. Mais l'assurance est donnée par rapport au dispositif en cours afin d'assurer une desserte normale et continue. Concernant le gaz butane, il a été annoncé qu'un important stock est en cours d'acheminement vers les principales villes et que les créances dues par l'État ont été apurées à hauteur de 50%, contribuant ainsi à renforcer la confiance des opérateurs et la continuité de l'approvisionnement. Le point sur les travaux de l'axe Caille a été aussi évoqué et l'ouverture d'un poste de commandement tout récemment dans la localité. Par ailleurs, dans le cadre de la préparation du mois béni des Ramadan, il a été souligné que le stock commercial est en cours de constitution au niveau de l'OMAPA et le niveau d'approvisionnement des stations-service demeure globalement acceptable, permettant d'aborder cette période de forte demande avec sérénité. En définitive, les participants à cette 14e réunion du comité de suivi ont réaffirmé leur engagement à maintenir une vigilance permanente, une coordination renforcée et un suivi régulier afin de garantir la disponibilité des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire national au bénéfice des populations et de l'économie nationale. Session du comité de pilotage des mécanismes d'investissement consolidation de la paix au Mali. Il s'agit pour le gouvernement et ses partenaires, notamment le Fonds pour la consolidation de la paix, d'analyser les activités réalisées et de réfléchir sur la programmation des activités prochaines. Youssouf Djakiti. Le gouvernement du Mali est quotidiennement à pied d'œuvre pour la restauration d'une paix durable, gage d'un développement harmonieux. C'est dans cette orientation que travaillent les experts du comité de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix. Les activités sont réfléchies en partenariat avec le système des Nations Unies. Je suis sincèrement impressionné par le leadership assumé par le gouvernement malien, un leadership visible, affirmé et incarné au plus haut niveau qui envoie un message clair. La consolidation de la paix est une priorité nationale et stratégique. Je remercie Leur Excellence le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale ainsi que le ministre de l'État pour leur
présence aujourd'hui, malgré leur agenda très chargé, je suis sûre. Leur engagement personnel témoigne d'une volonté politique forte, condition essentielle à toute paix durable. Les activités du Fonds pour la consolidation de la paix sont analysées, revues et programmées sous la supervision du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il nous revient de passer en revue les projets du portefeuille du Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, au Mali, mais aussi du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. Les défis liés à leur mise en œuvre, mais aussi de formuler quelques recommandations. À cet égard, je me réjouis du lancement officiel du projet intitulé Investissement transfrontalier autour de la gestion de l'eau, de la sécurité climatique et de la consolidation de la paix dans les espaces frontaliers de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal, qui s'est tenu du 19 au 22 janvier dernier à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, lequel contribuera significativement à l'intégration de notre sous-région. Dans la même dynamique, je voudrais saluer également l'opérationnalisation prochaine du Fonds pour la stabilisation et la résilience au Mali. Pour mémoire, le Fonds pour la consolidation de la paix est un instrument financier des Nations Unies destiné à soutenir les pays confrontés à des risques élevés de conflits, de fragilités ou en phase de stabilisation. Au Mali, cet instrument constitue l'un des principaux mécanismes d'appui de l'ONU à la consolidation de la paix, à la stabilité et à la résilience. À Cape Town, en Afrique du Sud, à l'issue des travaux intenses et riches en perspectives consacrés au Mali, l'heure est aux réactions dans les couloirs du Forum Mining Indaba, comme à la sortie des salles de conférence. Un message s'impose avec constance et conviction. Le Mali s'affirme comme une destination sûre et prometteuse pour les investisseurs. Écoutons certains participants au micro de nos envoyés spéciaux Garibou Pérou et Djili Maranjabati. Le message que la BMS a tenu à faire passer est simple mais fort. C'est dire aux partenaires internationaux que nous sommes une banque très agile, très disponible, qui a un service dédié au financement des opérateurs économiques maliens et internationaux, de l'exploration jusqu'à la gestion des stocks et autres, le financement de leur trésorerie à court et moyen terme, et puis surtout les opérations à l'international. Nous sommes à Indaba aujourd'hui. C'est plus qu'un salon, c'est plus qu'une conférence pour le Mali au jour d'aujourd'hui, parce que le Mali a tellement de potentiel dans les industries extractives, avec un PIB de près de 10%, en tout cas pour ce domaine. Le Mali a tout à gagner à coopérer avec les investisseurs étrangers aujourd'hui qui auront le respect en tout cas des lois maliennes qui viennent d'être révisées dans le cadre du nouveau code minier. Alors donc nous avons porté la voix du Mali pour montrer aux investisseurs, en tout cas aux sociétés minières internationales de renommée, que aujourd'hui la porte du Mali elle est ouverte. Nous sommes fièrement venus représenter le Mali avec la nouvelle loi du contenu local. Nous avons montré aux investisseurs, aux partenaires miniers que nous sommes toujours là avec eux. Nous ouvrons nos opportunités de partage, d'expérience, de transfert de compétences et que les solutions sont là pour pouvoir faire briller l'or au Mali pour nous tous. Nous sommes vraiment satisfaits de ce retour du Mali au salon minier de Indaba. Le Mali est un pays important dans le secteur minier et je pense que beaucoup d'acteurs attendaient justement cette venue. Et nous saluons et nous remercions vraiment le gouvernement d'avoir eu cette initiative de participer à ce salon minier. Nous invitons tous les acteurs internationaux à venir au Mali, à investir et à développer l'activité minière, à aller encore plus loin. Indaba en langue zoulou qui veut dire la rencontre annuelle, venez, on discute. De cette rencontre annuelle, on vient discuter de la destinée de l'Afrique, de l'industrie minière, extractive et tout ce qui vont autour de cette industrie. Donc le Mali a eu l'honneur cette année d'avoir une participation massive à cet événement pour venir prendre part des réalités de notre pays. Le marché du secteur minier est très dynamique et en perpétuel mouvement et en changement. Et il faut savoir s'adapter.
s'adapter pour mieux attaquer ce marché et surtout avec professionnalisme et être bien organisé. Aujourd'hui, c'est ce que NDC offre avec une expertise 100% locale et malienne et pour mieux affronter les défis de ce segment minier et mettre le Mali dans toute sa splendeur en fait. Et c'est vraiment pourquoi on a décidé d'être présent ici au milieu d'acteurs internationaux et répondre aux différentes exigences de ce segment-là. Près de 1600 élèves prennent part à une immersion patriotique dans le cadre de la formation civique et patriotique au bénéfice des élèves des classes intermédiaires. Le ministre de l'enseignement secondaire est allé les encourager, nous confie Tanga Kafando depuis Ouaga. Face aux élèves appelés à l'immersion patriotique, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique se rappelle encore des slogans qu'il scandait sous la révolution d'août 83. Il était à l'époque jeune pionnier. Au lycée technique national Général Sangoulé Lamizana, le professeur Moumouni Zungrana est venu passer un message aux élèves appelés à l'immersion patriotique et encourager l'équipe d'encadrement. Nous sommes venus ce soir pour dire un grand merci aux forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent dans cette phase de formation civique et patriotique au bénéfice de nos élèves dans les classes intermédiaires qui n'ont pas bénéficié de l'immersion patriotique organisée pendant les vacances. Et nous sommes là pour leur dire un grand merci, mais aussi véhiculer un message d'encouragement à nos immergés qui sont en train d'apprendre comment vivre en harmonie et dans une société, comment servir sa nation, comment travailler pour la construction de la nation. L'immersion patriotique à cette phase concerne les classes intermédiaires et se déroule les mardis soirs, jeudi soir et les samedis matin. En tout cas, c'est une bonne chose parce que je pense que l'indiscipline va diminuer un peu au niveau de nos établissements. Et en tout cas, les enfants seront sérieux, seront assidus et ils vont respecter les valeurs que l'immersion est en train d'inculquer à ces élèves-là. Je suis fière de participer à cet événement. Je suis fière, vraiment je suis fière parce qu'ils nous ont montré comment subvenir aux besoins d'autrui, la solidarité, l'entraide dans une communauté. Au total, ils sont 1598 élèves qui prennent part à cette immersion patriotique et l'ambition des plus hautes autorités est de permettre à chaque élève au secondaire de vivre cette expérience pour une transformation profonde des Burkinabés devant assurer la relève. La 10e édition du salon professionnel 100% Made in Niger a débuté hier mercredi au palais du 29 juillet de Niamey. Aïchatou Bao et Suleiman Boubacar pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. 10 ans déjà que le Niger célèbre son savoir-faire local à travers le salon professionnel 100% Made in Niger. Ce matin, la 10e édition de l'événement a été officiellement lancée avec une ambition claire, faire du consommant nigérien un réflexe national. Cette valorisation de nos produits et la politique nationale d'encouragement à leur consommation, en plus de stimuler notre économie, participe au renforcement de l'identité nigérienne, gage de développement endogène durable. Avec 42 stands d'exposition à sa création en 2016, 10 ans après, il est aujourd'hui à 160. L'engouement autour de ce salon s'explique par la volonté politique des plus hautes autorités de la refondation qui font du consommant local l'une de leurs priorités. Aujourd'hui, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Tchani, nous a poussé la porte car il s'est fortement impliqué.
Le pays tout entier bouge désormais au rythme du consommation nigérien. Partenaire stratégique du salon 100% Made in Niger, ONIFAM se tient aux côtés de l'État du Niger pour une stratégie de plaidoyer en faveur des achats locaux portés par les femmes. ONIFAM, avec l'appui des services techniques de l'État ainsi que l'incubateur féminin à WIP Niger, a mis en place une plateforme des entreprises dirigées par des femmes intitulée Saraunia de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes du Niger, afin de faciliter leur accès au marché public et institutionnel et de soutenir la mise en œuvre effective du décret sur l'achat local en cohérence avec les principes du développement durable. Stand coloré, produits du terroir divers et abondants, entrepreneurs enthousiastes, de quoi réjouir l'ambassadrice de cette noble cause. Vous avez vu la qualité de nos produits, la diversité de nos produits et vous avez vu l'engagement qu'il y a. C'est vraiment extraordinaire. Ce qui reste ici, c'est de venir acheter. En co-parrainant cet événement majeur, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale salue le courage, le savoir-faire et l'engagement des femmes à faire de la souveraineté économique une réalité dans notre pays. Cet événement n'est pas un salon comme les autres. Il est un espace de dignité économique, un cadre de révélation du potentiel féminin. Il constitue une plateforme concrète de mise en œuvre de la souveraineté économique nationale. Je mesure pleinement la portée de ce salon organisé pour la promotion économique des femmes. En procédant au lancement de cette 10e édition, le président du Conseil consultatif pour la refondation a indiqué que ce salon n'est pas un simple espace d'exposition, mais un symbole vivant d'un Niger qui se relève, qui se repense et qui se construit par lui-même. La refondation du Niger ne peut ni se concevoir, ni se réaliser sans le consommer nigérien. Ce salon est une démonstration éclatante. Il prouve que le Niger n'est pas un pays de manque, mais un pays de solutions. Des femmes courageuses qui transforment avec intelligence et résilience, des jeunes audacieux qui innovent avec talent et détermination, des entreprises locales qui se structurent, montent en gamme et répondent aux normes, des produits nigériens capables de satisfaire les besoins nationaux, institutionnels et même humanitaires. Le lancement officiel du salon professionnel 100% Made in Niger, dont le thème est la création et la visibilité des emplois décents et durables dans le secteur de la transformation des produits locaux, a été aussi une occasion pour les femmes entrepreneurs, partenaires du salon, de témoigner de l'apport de celui-ci dans la promotion de leurs entreprises à travers des formations, des mises en réseau et la création de partenariats. On va parler à présent de la radio malienne à l'ère de l'intelligence artificielle. Entre innovation, éthique et souveraineté, dans la cité des 333 saints, les professionnels des médias s'interrogent et expérimentent, sachant bien que l'IA représente un atout majeur à tous les niveaux dans les rédactions. D'ailleurs, les journalistes y voient une opportunité d'innovation tout en appelant à la vigilance dans le traitement et la vérification des sources. Najim Baba Sissé, Maouloud Tantina, correspondance. La radio malienne à l'ère de l'intelligence artificielle, innovation, éthique et souveraineté. Voilà le thème de l'édition 2026 de la Journée mondiale de la radio, célébrée chaque 13 février. Dans la cité des 333 saints, le débat s'invite désormais dans les studios de radio. Les professionnels de médias s'interrogent comment intégrer cette technologie émergente sans perdre l'âme, l'éthique et la souveraineté de la radio malienne. Vous êtes à l'écoute de la radio Lafia, 94.6, la voix des femmes. Quand quelqu'un voit au début des radios, nous avons commencé par des cassettes. Après les cassettes, c'est des CD. Après les CD, c'est des ordinateurs. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est obligatoire qu'on change avec eux. Pour ce responsable de radio, il ne s'agit pas de remplacer le journaliste, mais de renforcer son efficacité, gain de temps,
meilleure organisation, accès rapide aux données. L'IA nous facilite la production, la diffusion, la réception du contenu radiophonique. Transcription automatique des émissions, elle peut produire des bulletins locaux, ça nous permet de gagner beaucoup de temps à moindre coût humain pour certaines prestations. Cependant, l'enthousiasme n'exclut pas la vigilance. Seinify reconnaît les possibilités d'innovation qu'offre IA. Il insiste sur la responsabilité éditoriale. Auparavant, nous faisons nos éléments sans cette intelligence artificielle. Mais depuis que c'est arrivé seulement, moi j'ai constaté que le niveau est devenu bas. Donc c'est très important que les hommes des médias fassent vraiment attention à ne pas se laisser à chaque élément. Il faut aller vraiment à cette intelligence. Vraiment, c'est ce que moi je peux vraiment conseiller à mes confrères. C'est un outil qui est vraiment d'actualité et c'est efficace et ça c'est prouvé. Donc on ne peut pratiquement plus s'en passer. C'est vraiment innovant. Il faut faire très attention aussi parce que dès qu'on quitte le cadre du journaliste à radio pour aller sur les réseaux sociaux, c'est d'autres lois qui s'appliquent. À l'heure du numérique, la radio malienne se trouve donc à la croisée des chemins. Innover sans dénaturer, moderniser sans renoncer à l'éthique et avancer vers la souveraineté technologique tout en restant fidèle à sa mission première, informer avec rigueur et responsabilité. Vaste opération de déblayage de la piste d'atterrissage de Kidal. À travers cette action, les autorités régionales réaffirment leur volonté de maintenir Kidal accessible et opérationnel au service des populations et du développement local. Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar Moussa Toukou depuis Kidal. Le gouverneur de la région de Kidal, général de division Al-Haj Gamou, a supervisé le déblayage de la piste d'atterrissage de Kidal, longue de 2 km environ. C'est la première piste réalisée en 1984 par les génies militaires. Cette opération, conduite sous l'autorité du chef de l'exécutif régional, illustre la pleine souveraineté de l'État sur ses infrastructures stratégiques à Kidal et traduit la ferme volonté des autorités administratives à pallier aux difficultés de la 8e région administrative. Sur l'initiative de l'administration de Kidal, on avait jugé quand même de mobiliser l'ensemble de la population de la ville de Kidal pour enlever les voyages de sable que les terroristes ont mis sur la piste, l'ancienne piste d'atterrissage de Kidal. Donc ce matin, c'est toute la population de la ville qui est mobilisée, surtout dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal. On va faire ce qu'on pourrait faire, mais en demandant aussi des autres partenaires de nous appuyer pour ce travail qu'on avait déjà commencé. Les travaux de la piste d'atterrissage ont été effectués en parfaite synergie avec les forces de défense et de sécurité, les forces vives de Kidal, afin d'assurer la sécurité et la reprise des liaisons aériennes. Kidal démontre une fois de plus sa résilience et sa capacité d'action. La situation dans laquelle Kidal se trouve aujourd'hui en termes d'enclavement, donc faire en sorte que cette piste soit opérationnelle, c'est désenclaver Kidal et désenclaver toute la région d'une manière générale. Cette initiative va garantir ainsi de meilleures conditions d'atterrissage et de décollage des aéronefs tout droit de la 8e région administrative du Mali. Et nous allons retourner à Bamako, direction la Banque malienne pour la solidarité. La BMS-SA apporte son soutien aux veuves des militaires tombés pour la patrie. Les enfants du centre d'accueil de placement familial de Niamana et de l'Union malienne des aveugles, UMAV, viennent de se voir offrir des produits alimentaires. Cette opération, qui est à sa 9e édition, a coûté 30 millions de francs CFA à l'institution financière. Ce compte rendu sera en Kamisoko. La Banque malienne de solidarité BMS-SA fait parler une fois de plus son cœur en cette veille du mois de Ramadan. L'institution financière offre des tonnes de produits alimentaires à 3 structures qui s'occupent des personnes en situation difficile. Cette opération, qui est à sa 9e édition, vise à atténuer les souffrances des bénéficiaires. Depuis plus de 20 ans, BMS-SA a fait la solidarité sa raison d'être. Pour les familles des militaires tombés sur le champ d'honneur, nous offrons des denrées alimentaires
sucre, huile d'une valeur de 20 millions. Pour les jeunes en situation de handicap visuel, à travers l'Institut des jeunes du Mali, nous offrons des produits alimentaires, riz, sucre, haricots, pâtes alimentaires et huile d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Pour les enfants vulnérables, privés de soutien familial, nous offrons à la pouponnière de Niamana des produits de première nécessité, lait infantile, farine, sucre, couches jetables, savon à poudre d'une valeur de 5 millions. Pour le directeur du service social des armées, ce don vient renforcer les actions déjà menées par la BMS SA en faveur des forces armées maliennes et d'autres couches vulnérables de la société. La BMS a déjà à son actif plusieurs activités réalisées au profit des femmes en général et plus particulièrement avec notre service qui est la direction du service social des armées. À travers cet acte, le service social des armées raffirme son engagement indéfectible à accompagner les ayants droit et les blessés de guerre. Notre mission ne s'arrête pas sur les théâtres d'opération, elle se poursuit auprès des familles, dans l'écoute, l'assistance et la solidarité. À la date du 11 février 2026, le CAPF abrite 127 pensionnaires, dont 69 garçons et 58 filles, et 62 enfants en situation de handicap, dont 35 garçons et 27 filles. Monsieur le directeur, votre engagement à penser aux orphelins et aux enfants vulnérables honore la République et constitue un témoignage fort de l'esprit d'inclusion. Car aider une personne handicapée visuelle, c'est aider sa famille. C'est aider la nation, car elle est une personne à part entière de ce pays. À travers votre geste, vous interpellez toute une nation à avoir une pensée de solidarité à l'endroit de ceux qui n'ont rien fait pour être dans cette situation. En reconnaissance à ce geste de solidarité, le directeur du service social des armées a décerné un diplôme à la direction générale de la BMS. De quoi encourager la structure à persévérer dans ses actions d'assistance aux démunis. Et si on partait à présent à la découverte de la 9e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive Art Week de l'ISPRIC. La présente édition place au cœur de ses activités l'intelligence artificielle comme un accélérateur de croissance et de productivité ou un saut dans l'inconnu. L'ISPRIC œuvre pour une dynamique par cette initiative, une dynamique d'excellence en formant des élites au bénéfice des organisations publiques et privées de notre pays. On retrouve Yara Dameli. Un rendez-vous de réflexion, de créativité, de confrontation des idées et surtout de partage d'expériences. Ça se passe à l'ISPRIC, Institut des sciences politiques, relations internationales et communication. Et c'est dans le cadre de la 9e édition de sa semaine scientifique, culturelle et sportive, communément appelée Art Week. Art Week, c'est une semaine scientifique, culturelle et sportive qu'ISPRIC organise chaque année pour ses étudiants. Ça permet aux étudiants de s'exprimer en dehors des classes à travers les danses, les poèmes, les slams. Ça permet de plus montrer ses talents et de vraiment être un expert dans un domaine. Initiée en 2015, la Art Week incarne l'ambition de l'ISPRIC d'être la meilleure école pour l'émergence de nos nations. Il s'agit pour nous d'être un espace où les idées se confrontent, où les savoirs se croisent, où naissent des solutions concrètes au service du développement de nos nations. Cette semaine va au-delà d'un simple événement académique. Elle est une célébration de la science, de la culture, du sport et de l'engagement citoyen.
L'esprit reste fidèle à ses ambitions, celle de former des élites dès demain. Et cette Hard Week en est une preuve, car elle offre un cadre qui permet aux étudiants d'explorer tout leur potentiel. Cela cadre avec la vision des autorités de la transition. Ainsi, le ministre en charge de la communication, non moins le parrain de l'événement, rassure de tout son accompagnement au dire de son représentant. Nos défis sont connus. Un accès encore illégal aux infrastructures numériques, une disponibilité limitée de données locales structurées, un défi de formation spécialisée à grande échelle et la nécessité de produire des contenus scientifiques et technologiques en lien avec nos langues nationales et nos pratiques culturelles. Durant 3 jours, des panels en lien avec la thématique « L'intelligence artificielle, un accélérateur de croissance et de productivité ou un saut dans l'inconnu ». Des activités culturelles et sportives qui font voyager partout dans le Mali seront au programme. Arvik, ça se passe à l'ISPRIC. Autre grand titre de ce journal, le ministre en charge des sports à l'écoute du monde du football, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, échange avec les présidents des ligues régionales et les clubs affiliés à la FEMAFOOT. Dans un esprit convivial, les débats ont porté sur un sujet principal, l'exploration des opportunités économiques. Le compte-rendu de Siragatou Sissi. De la discussion jaillit la lumière, disait le poète Nicolas Boileau. Pour renforcer la confiance dans le cadre de la collaboration, le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, échange avec les présidents des ligues régionales et clubs affiliés à la Fédération malienne de football. Dans un climat cordial, le ministre a tenu à passer un message. Vous savez, aujourd'hui, dans le cadre du développement du football et de la promotion du football, ce sont des acteurs incontournables. Et je dirais même mieux, ce sont des acteurs qui sont à la base, qui sont au contact des cibles que nous avons et qui aujourd'hui peuvent énormément aider dans la politique globale. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui réussir la mission, que ce soit au niveau du département, de la fédération de football, sans ces acteurs-là qui sont les ligues et les clubs. Donc il était important pour moi de pouvoir échanger avec eux, de partager aussi ce que nous sommes en train de faire, les dynamiques qui sont en cours, les grandes innovations en cours et voir également les difficultés qu'ils ont, mais recueillir aussi, bien entendu, leurs propositions. Et je pense que ça a été vraiment une rencontre non seulement bon enfant, mais très 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 utile. Et... Pendant 3h30 d'horloge, les différents intervenants ont exprimé des doléances et le ministre a apporté des éclaircissements. Tout ce que nous pouvons, dans la mesure du possible, nous allons le mettre en place pour essayer, bien entendu, d'améliorer les choses à leur niveau, à notre niveau également. Et c'est pour cela que nous avons également échangé surtout sur le fait d'avoir des opportunités économiques dans le cadre de la professionnalisation. Et je pense que ça, c'est un message que nous avons bien pu partager ensemble. Cet échange direct et constructif du ministre en charge des sports sera élargi aux autres fédérations nationales sportives et leurs clubs pour le bonheur des acteurs et athlètes concernés. Le ministre Fomba a enfin lancé un message de félicitations au Stade malien de Bamako, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une première historique pour un club malien. Et nous restons dans le cadre du sport pour vous informer par rapport à ce communiqué sur le report du match entre les hommes de la presse et ceux du ministère de la Justice. Le match initialement prévu demain 13 février 2026 entre les hommes de la presse et ceux du ministère de la Justice est reporté au samedi 14 février 2026 au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Comme information principale, remaniement du gouvernement, 4 nouvelles personnalités font leur entrée dans l'attelage Abdoulaye Maïga et certains parmi les 28 acquièrent le titre de ministre d'État. C'est tout pour ce journal. Un grand merci à nos téléspectateurs de Bafoulabé, de Maïna et de Manantali. Merci à tous. Bonne suite des programmes en compagnie de votre télévision nationale. Bonsoir à tous.
Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement,